Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une nouvelle intervenante qui s'appelle Marine, qui nous fait l'honneur de venir sur notre chaîne après nous avoir invités sur la sienne. Marine, je pense que le mieux à faire, c'est de te laisser te présenter, me dire un petit peu quel est ton parcours et ce que tu fais dans la vie. Merci beaucoup Ganu pour ton invitation. Alors moi, je m'appelle Marine Aubary. Je suis consultante en organisation, en structuration et en croissance d'entreprise. J'optimise des process depuis environ 8 ans. C'est une vraie passion chez moi. J'aime ranger les choses. Et aujourd'hui, avec Ganu, on va vous parler justement de structuration, d'organisation, parce que finalement, quand on déplace son entreprise d'un endroit A à un endroit B, il y a certaines choses qui peuvent arriver et il faut s'y préparer du mieux que possible. Première question, puisque tu es toi-même chef d'entreprise, tu as ta propre entreprise où tu viens conseiller, accompagner d'autres chefs d'entreprise. Quel est finalement déjà le parcours qui t'a amené jusqu'à cette vocation à venir aider les autres et quels sont les défis que tu as pu rencontrer en chemin? Concernant mon parcours, moi je viens du milieu industriel, agroalimentaire, donc je suis basée en France aussi, ça je vous l'avais pas dit. Donc je travaillais en tant que qualiticienne. Donc qualiticien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personne qui va contrôler que tout se passe bien dans l'entreprise, que ce soit sur des chaînes de production, sur de la maintenance, de la logistique, des services achats, du service client, bref. C'est un peu le chef d'orchestre finalement qui va s'assurer que l'entreprise tourne correctement. Donc j'ai fait ça quelques années et puis un jour, comme beaucoup de personnes finalement, je me suis épuisée, j'ai vécu un burn-out. Ça m'a appris pas mal de choses. La première, c'est que on peut se remettre d'une épreuve difficile dans la vie parce qu'on a tous et toutes beaucoup de ressources en nous, mais surtout, moi, ça m'a donné un goût très fort, une mission, si on peut dire ça comme ça, celle d'aider les autres entreprises à créer des environnements de travail où il fait bon vivre, où il fait bon travailler. Au niveau des défis que j'ai pu rencontrer, j'y ai réfléchi un petit peu et je dirais qu'il y en a eu deux. Le premier, c'est d'équilibrer la vision long terme, le fameux why, avec les nécessités du quotidien au niveau opérationnel. Ça m'a appris à travailler sur tout ce qui est flexibilité, capacité d'adaptation, parce que quand on est entrepreneur, vous le savez, les changements arrivent très rapidement et au plus on arrive à s'adapter vite et au plus on peut tenir longtemps. Et l'autre défi, c'est de prendre soin de ma santé mentale parce que, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, quand on est passionné par ce qu'on fait, on peut vouloir y mettre plus de ressources que nécessaire, parfois y passer beaucoup d'heures. Et je trouve que c'est important de combiner justement croissance d'entreprise et santé mentale au travail parce que c'est ça en fait qui va nous permettre de durer le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Moi, je me reconnais totalement dans, on va dire, dans ce que tu viens de dire, puisque je fais partie de ceux qui ont lancé une société, qui s'y sont mis corps et âme, qui ont négligé tout le reste pour vraiment faire fonctionner l'entreprise, le projet qu'on porte. Et donc, effectivement, je pense que, et ça, c'est un travail que j'avais fait, que j'ai fait sur moi-même, mais qui est un travail qui est pas facile, qui est quand même mieux et plus simple, plus rapide lorsqu'on est accompagné à ce sujet. Et donc, c'est effectivement, je pense que c'est effectivement un vrai défi. Alors, peut-être pour revenir un petit peu, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est que toi, tu as eu un travail, tu as fait un burn-out. Souvent, c'est les gens qui se donnent trop au travail, hein, qui font ce type de burn-out. Est-ce que parce que c'est quand même le parcours d'un certain nombre de personnes, est-ce que tu peux dire un petit peu quelles sont les forces ou qu'est-ce que tu as allé chercher ou quels sont les outils qui t'ont permis de sortir de là pour monter ton projet? Moi, ce qui m'a aidé, c'est déjà de pas être seul. Comme tu l'as dit, quand on est accompagné, on peut se remettre plus facilement et surtout, on a d'autres cerveaux à disposition et d'autres cœurs aussi pour pouvoir développer notre projet comme on a envie. Donc ça, c'est important. Si jamais vous êtes dans cette situation actuellement d'épuisement professionnel, faites-vous accompagner par des professionnels de santé, mais peut-être aussi par d'autres professionnels qui vont vous aider à rebondir. Parce que un burn-out, c'est pas un échec en soi. Moi, je ne crois pas en la notion d'échec. Il y a des apprentissages, mais il n'y a pas de fatalité dans la vie. Et du coup, les forces que je suis allée chercher, que je suis allée travailler durant cette épreuve-là de ma vie, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, c'est la résilience, la persévérance, parce que effectivement, on tombe à terre
durant ces moments-là, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et ça demande de se botter le derrière avec beaucoup de douceur quand même, pour se dire finalement, je mérite mieux que ça. Et d'avoir un petit côté revanchard sur la vie aussi, de se dire finalement, j'ai vécu une épreuve difficile, ça a forgé quelque chose en moi, qui va varier en fonction des personnes, et ce que ça a forgé, je vais l'utiliser pour faire mieux les prochaines fois. Et c'est exactement ce que je fais dans mon travail en tant que consultante pour les entrepreneurs. Moi, ce que j'adore chez toi, c'est ce côté un peu douceur où on est accompagné sans être stressé. Je pense qu'effectivement, lorsqu'on est dans un projet d'entreprise, moi, je le vois au quotidien avec les clients que j'accompagne, moi, dans la création de leur société, de leur structure administrative et juridique, c'est qu'il faut être aussi indulgent. Je pense avec soi-même, avec les résultats qu'on espère avoir. Alors peut-être pour qu'on comprenne un petit peu mieux ton travail, puis on reviendra sur cet aspect-là. Quelle typologie de clients tu accompagnes? Est-ce que c'est partout dans le monde? Et qu'est-ce que tu leur proposes concrètement? Aujourd'hui, je suis très fière de dire que je bosse à l'international. Ça y est, je travaille avec une très belle variété de clients. Essentiellement, ça va être des TPE, des PME et des startups qui sont en phase de croissance. C'est des entreprises qui peuvent être dans plein de secteurs variés. Là, tu vois, mes derniers clients, j'ai eu un client en pharmaceutique, un autre en finance, j'en ai d'autres qui sont des agences de communication et marketing. Et dernièrement, là, je démarre un partenariat avec une start-up qui développe une application pour faire un projet que je ne peux pas encore parler parce qu'ils n'ont pas communiqué dessus, mais c'est un projet très très cool qui va disrupter le marché de l'économie locale en France et dans le monde. Donc c'est un très très beau projet. Et concrètement, ils ont tous un point commun. On pourrait dire quel est le lien entre tous ces clients variés. Le point commun, c'est que ils veulent faire grandir leur entreprise, ils ont cette flamme intérieure, mais en même temps, ils veulent prendre soin des humains qui font tourner la boîte, à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, c'est important pour moi. Côté accompagnement, ce que je leur propose, c'est qu'en fait, je vais être là pour les accompagner tout au long de leur processus de croissance et de structuration. Donc concrètement, c'est de la planification stratégique, c'est de l'optimisation de process interne, externe, c'est du travail sur l'expérience collaborateur, l'expérience client, encore une fois pour prendre soin des humains. Et puis, c'est parfois aussi automatiser certaines tâches qui n'ont pas, on va dire, de grosses valeurs ajoutées et qui permettent aux humains de se décharger d'un certain niveau de pression. Oui, donc une importance quand même à la déconnexion. En fait, ce qui est bien dans ton travail finalement, c'est que tu accompagnes les personnes dans leur organisation de travail, mais aussi dans l'aspect déconnexion et finalement à sortir la tête du travail. Donc c'est on va dire c'est un jeu d'équilibriste que tu maîtrises, mais je pense que c'est quand même quelque chose, je pense qui est pas facile, même moi pour l'avoir vécu, pour voir mes clients aussi le vivre au quotidien. Hier je t'avais dit, on avait un événement d'entreprise qu'on a tenu avec nos clients et j'ai eu le retour d'un couple qui me disait voilà, on a eu un peu le moral dans les chaussettes en décembre parce qu'il y a un gros client à nous qui nous a lâchés, puis finalement ils ont retrouvé en février une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat qui est pour le moment très fructueux et donc ils en sont très contents. Mais effectivement, c'est aussi la vie d'entrepreneur, c'est des hauts, c'est des bas, c'est pas toujours facile, c'est parfois des déceptions. Donc c'est pour ça que finalement, est-ce que ton rôle, après j'ai pas envie de dénigrer des métiers ou que certaines personnes sentent que je donne un titre entre guillemets, mais il y a un petit côté aussi psychologue finalement ou pas du tout? Moi, je ne suis absolument pas psychologue. Faut avoir fait des études de psychologie pour ça. Et c'est important de le souligner. Par contre, effectivement, mon rôle, c'est d'être vraiment partenaire de croissance de l'entrepreneur. Et c'est pas que sur le volet pratico-pratique, comme on l'a vu avec la stratégie, la gestion des opérations, ce genre de choses, mais c'est aussi aller challenger l'entrepreneur et son équipe s'il en a une, sur comment est-ce qu'ils vont communiquer en interne, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour eux, comment est-ce qu'ils les manifestent dans le travail. En fait, c'est créer des entreprises qui sont beaucoup plus humaines et qui vont du coup marcher mieux parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère où on a besoin de contact humain pour pouvoir
rester dans une entreprise. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là. En fait, j'ai à la fois la casquette de stratège, mais aussi celle parfois de coach, mentor et guide en fonction des situations qui se présentent à moi. Alors peut-être petite question aussi, pour juste être complet. Tu parles beaucoup de collaborateurs, mais tu accompagnes aussi des personnes qui sont tout seuls. Tout à fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs indépendants ou solopreneurs, comme on appelle sur les réseaux sociaux, qui viennent me voir parce que, justement, ils ont envie d'avoir un meilleur équilibre de vie, que ce soit pro ou perso, et ils veulent se sortir, en fait, la tête de l'eau, faire moins d'opérationnel, et du coup, là, on va aller travailler plus spécifiquement sur leur organisation individuelle et comment est-ce qu'elle peut nourrir l'organisation de l'entreprise. Parce que souvent, on dit je suis mon business ou mon business c'est mon bébé. Mais en fait, c'est deux entités différentes. Et tout le travail est là, c'est d'apprendre à identifier les deux, quels sont les besoins et comment est-ce qu'ils s'assemblent ensemble. Ce qui est chouette, c'est que tu respectes quand même la valeur et la volonté de la personne accompagnée. J'ai vu également que tu accompagnais les personnes à de passer de solopreneur à chef d'entreprise. Est-ce que tu peux, même si ça peut paraître évident pour certaines personnes, mais pas tout le monde, définir l'un et l'autre et dire un petit peu quel est comment se fait un petit peu ce passage-là? C'est donc une personne qui va travailler seule, par définition. C'est une personne qui, généralement, va vendre son temps contre de l'argent. C'est pas une règle absolue, encore une fois, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Et c'est des personnes qui, sans le savoir, inconsciemment, vont avoir une posture de « je suis salarié de ma boîte ». Ça, normalement, ça devrait vous parler, c'est-à-dire je vais faire mes heures jusqu'à parfois l'épuisement, mais en gros, ils n'ont pas cette posture de « finalement, je suis chef d'entreprise en étant tout seul ». Et donc, un CEO, un chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui aussi peut continuer à bosser seule, mais généralement, elle s'entoure de personnes qui vont prendre en charge soit de la stratégie, soit de l'opérationnel, soit les deux. Et c'est surtout un entrepreneur qui a changé de posture. Il a changé de costume de super-héros entre-temps. Pour faire ce travail-là, il y a plusieurs axes que moi j'aborde avec mes clients. Il y a le côté mindset, comme je viens de dire, on change de posture, on n'est plus salarié de sa propre boîte, mais on devient vraiment gérant, dirigeant à part entière. Et du coup, ça demande du travail sur certaines croyances, comme du syndrome de l'imposteur, la peur de la réussite, ce genre de choses. Et puis après, bien évidemment, comme la boîte va grandir, en tout cas c'est l'objectif qu'on vise, on va aller travailler sur la structure. Parce que ce qui vous a amené ici aujourd'hui, en étant seul, c'est bien, ça fonctionne, mais si vous voulez grandir, ça vous amènera pas forcément plus loin. Donc c'est d'aller trouver les outils qui vont vous permettre justement de travailler mieux sans vous épuiser. C'est trouver l'organisation business qui va vous permettre aussi peut-être d'accueillir du monde. Ça peut être des prestataires, mais ça peut être des collaborateurs recrutés en interne. Et puis, c'est aussi avoir une casquette stratège dans son business pour se dire finalement, là, je deviens vraiment chef de mon entreprise. Et du coup, c'est un peu comme apprendre à jouer aux échecs. On va apprendre différentes méthodologies pour développer sa propre stratégie de croissance. C'est parfait, tu l'adaptes finalement à chaque personne qui va s'adresser à toi. Alors j'allais te poser la question sur les qualités d'un bon entrepreneur, mais j'aimerais bien avoir ton opinion sur quelque chose qui se dit beaucoup, le fait qu'il y ait certaines personnes qui seraient faites pour être salariées et d'autres personnes qui seraient faites pour être entrepreneurs. Alors est-ce que tu estimes qu'il y a des qualités et un caractère pour être entrepreneur, ou est-ce que finalement, selon toi et ton expérience avec les personnes que tu as pu accompagner, tout le monde est à même un jour à entreprendre et à créer son propre univers, son propre projet? Alors, ma réponse va être biaisée forcément par ma propre histoire. Si je m'étais contentée d'écouter ce qu'on m'a toujours répété depuis que je suis toute petite, jamais je me serais lancée à mon compte. Très clairement. Donc, je pense que n'importe qui peut être salarié, n'importe qui peut être entrepreneur à condition d'aller travailler les bonnes compétences. Parce que comme la confiance en soi, c'est pas toujours quelque chose d'inné. Ça se travaille comme un muscle quand vous allez à votre salle de sport. Et du coup, pour moi, être entrepreneur, il y a plusieurs éléments. La résilience, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure, c'est savoir faire face à des échecs ou des déconvenus et se relever rapidement. Il y a la capacité d'adaptation, puisque le monde va très vite et va aller de plus en plus vite dans les prochaines années, les prochaines décennies. Donc ça, c'est indispensable. Quand on est entrepreneur aussi, c'est généralement qu'on a une vision. Alors, qui peut être plus ou moins précise. Encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille. Mais la vision, c'est
quelque chose qui va vous pousser à vous lever le matin. Vous vous dites, mon idéal de vie ou professionnel, c'est ça. Et je vais tout faire pour arriver à cet idéal avec mes propres moyens. Un entrepreneur aussi, surtout quand il est solo, il a une bonne capacité d'exécution. Parce que imaginer un idéal, c'est bien, mais le réaliser, c'est mieux. Donc, il faut avoir cette capacité à passer à l'action finalement. C'est être un peu leader de sa propre vie. Et puis ensuite, quand on a des collaborateurs, des prestataires, c'est être leader de sa propre boîte. C'est une bonne remarque. Je te donnerai une petite anecdote après, ça te fera peut-être rire. Ouais. Je vois une dernière compétence qui me semble clé. Ça, c'est peut-être plus pour des entrepreneurs avancés, mais c'est intéressant de la travailler même au début. Pour moi, un bon entrepreneur, c'est un bon communicant. Mais pas parce qu'il sait vendre son idée à ses clients. C'est un bon communicant parce qu'il va embarquer les gens avec lui sur sa vision. Donc ça peut être ses investisseurs s'il en a, ça peut être son équipe, ses prestataires, sa famille, ses proches. C'est vraiment quelqu'un qui va partager sa vision avec tellement de passion qu'on peut dire oui, c'est une évidence. Non, mais c'est une bonne remarque et c'est une qualité qui est importante. Moi, pour le coup, parce que du coup, ce que je fais, c'est que je crée des structures. J'avais un entrepreneur il y a quelques années qui avait une très bonne idée. À l'époque, ça n'existait pas du tout aux Émirats Arabes Unis, sur une application qui permettait de faire une certaine chose. Je ne sais pas si j'aurais le droit d'en parler. C'était une excellente idée, mais il n'en parlait à personne. C'est-à-dire que moi, je l'avais déjà invité à des meet-up, il venait pas. J'avais envoyé son numéro de téléphone à quelques personnes qui auraient pu être intéressantes. Soit il leur avait pas répondu, soit c'était vraiment très succinct. Et donc finalement, on peut avoir aussi la meilleure idée du monde si on n'en parle à personne. Personne ne sera au courant qu'on a cette idée-là. Et après, j'ai un deuxième exemple, et puis tu pourras peut-être me dire comment toi, tu aurais pu les aider. C'est un artiste qu'on a accompagné, pareil, qui a des très belles compétences, qui sait vraiment faire des belles choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut de capacité, il n'y a pas de défaut sur le produit ou le service qui va être rendu. Mais il est arrivé ici et il me disait, oui, là, ça fait un mois, j'attends à côté de mon téléphone, personne m'appelle. Et je lui dis, mais comment ça, personne t'appelle? Je dis, est-ce que tu as fait un site? Il me fait, non, j'ai mon site français. Je lui dis, oui, mais tu arrives dans un nouveau pays où personne ne te connaît, où tu as un site en français et puis tu peux pas rester juste à côté du téléphone et attendre que les gens t'appellent parce que ça n'arrivera pas. Il faut communiquer. Donc je pense que ça c'était assez. Quand tu dis communiquer, pour moi ça me parle beaucoup en tout cas de ce que j'ai pu voir. J'ai donné mes propres conseils qui ont plus ou moins marché parce que c'est pas mon travail non plus, mais je vais toujours vers la réussite de mes clients. Mais qu'est-ce que toi, en tout cas en tant que professionnel dans ce domaine-là, tu aurais pu peut-être mettre en place pour les accompagner? Déjà, moi j'aurais regardé ce que la personne a fait ou pas fait dans sa communication. Donc c'est ce que toi tu as fait avec ton deuxième client, c'est voir effectivement, tu as un site en France, qui est avec un nom de domaine français, mais peut-être effectivement que par rapport à la clientèle que tu vises dans ton nouveau pays, en l'occurrence Dubaï, c'est peut-être se dire la majorité ne parle pas français. Donc déjà là il y a un problème. C'est que si tu veux vendre un produit, une œuvre, un service, peu importe, il faut déjà que tu te mettes sur le même canal de communication que là où est ta cible. Et donc quand je parle de canal de communication, le minimum c'est de parler la même langue. Après, faire un site, c'est pas une obligation. Il y a plein de moyens de trouver des clients aujourd'hui. On est quand même dans un siècle, une ère qui est hyper opportuniste là-dessus. Donc on peut sortir, rencontrer des gens. Donc tu parlais de meet-up, on peut participer à des séminaires, à des conférences, on peut aller ne serait-ce qu'à sa salle de sport. Parfois on a des super clients qu'on rencontre en faisant des squats ou en portant des poids. C'est aussi travailler son réseau en dehors du travail. Parce que, encore une fois, il n'y a pas que ça dans la vie, mais parfois, des amis ont des personnes dans leur réseau qui peuvent potentiellement matcher avec l'expertise que vous avez. Donc moi, ça serait vraiment ce premier conseil-là, c'est sortez de votre coquille d'une façon qui est accessible pour vous, qui ne vous met pas trop en insécurité, mais allez vers les autres. Parce qu'effectivement, si vous attendez que eux viennent vers vous, le temps va vous sembler long. Ah ça c'est certain. Mais tu parlais tout à l'heure d'adaptation, qui est aussi une qualité importante. Donc communication, adaptation. Peut-être petite question, puisque tu accompagnes des clients à l'international. Comment toi, depuis finalement peut-être un call ou une visio, tu arrives à adapter tes conseils au monde entier?
Et peut-être des futurs entrepreneurs à Dubaï. Tout à fait. Alors, moi, généralement, le premier appel que je fais avec mes clients, c'est ce que j'appelle un rendez-vous de découverte. Donc, on n'est pas encore dans la prestation en tant que telle, mais c'est vraiment pour connaître la personne, quels sont ses objectifs, ses aspirations, ses motivations. Pourquoi, en fait, elle a besoin de moi à ce moment-là précis. Ça me permet de vérifier si on a le feeling, comme on dit, ce qui est très important pour moi parce que comme tu l'as souligné au début de l'épisode, moi je travaille avec beaucoup de douceur et il faut que j'ai des profils en face de moi qui matchent avec ça. Alors pas forcément des personnes très douces, mais en tout cas qui sont ouvertes d'esprit à cette façon de travailler. Pour l'adapter aux différentes contraintes, donc que ça soit le secteur d'activité, que ce soit le pays, que ce soit le type de business, là c'est important en fait de partir en immersion finalement dans le secteur d'activité. Là j'ai de la chance, j'en ai accompagné quand même pas mal. Donc, j'ai des bases sur un petit peu tous les secteurs. Je comprends quand on me parle. Effectivement, si c'est un nouveau secteur, ça va me demander de faire des recherches en amont du rendez-vous. Et puis ensuite, c'est une fois qu'on a décidé qu'on allait travailler ensemble, c'est se renseigner effectivement sur le pays ou la destination que l'entrepreneur vise et se dire, OK, quelles sont les contraintes d'un point de vue légal, j'entends, et qu'est-ce qui se fait sur le marché? Est-ce qu'il y a des concurrents? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ce genre de choses pour adapter, encore une fois, l'organisation de l'entreprise à l'entrepreneur, mais aussi à son environnement. Le but, c'est pas de créer des ovnis. Ouais, bah c'est ça. Après, c'est sûr que enfin moi, juste pour aller dans ton sens, j'ai des clients qui sont venus à mon bureau hier et souvent tout le process d'accompagnement que je fais, la création de la société, le visa, les ouvertures de compte, ça se solde souvent à la fin par un rendez-vous dans lequel on essaie de donner aussi des conseils pour lancer un petit peu les choses, même si c'est pas notre travail, et où ils posent des questions pour pouvoir s'adapter à ce nouveau pays que sont les Émirats Arabes Unis. Et en fait, ce qui est assez drôle et qui va dans ce que tu viens de dire, c'est que hier j'avais un client, il me disait alors si je veux par exemple recruter quelqu'un, est-ce que il y a des charges particulières, est-ce que je dois payer des cotisations, comment on va faire si jamais le profil ne matche pas. Et donc en fait, plus je parlais, par exemple, j'annonçais des périodes d'essai de 6 mois, plus les yeux de la personne que j'avais en face s'écarquillaient en disant il n'y a pas de cotisation patronale, il n'y a pas de charge sociale. Et en fait, effectivement, je pense que tu as raison de dire qu'il y a tout cet aspect aussi adaptation et renseignement au préalable qu'il faut avoir pour bien s'expatrier. Alors peut-être tu vas pouvoir nous dire un petit peu quelles sont finalement les 5 étapes, ou je ne sais pas s'il y en a 5, par lesquelles on passe lorsqu'on souhaite s'expatrier. Et puis si c'est pas ça, quelles sont finalement les étapes par lesquelles on doit passer? Je t'en impose pas 5, mais disons que généralement c'est un petit peu, j'aime bien découper les choses. Alors pour moi, la première étape, et qui va s'adapter vraiment à toutes les situations, on va rester sur des étapes générales. À chaque entreprise aura ses spécificités, mais de façon générale, la première étape, c'est faire un bilan. Faire un bilan, comme je le disais, quels sont vos objectifs, quelles sont vos motivations, quelles sont les ressources que vous avez à votre disposition aujourd'hui et quelles sont les ressources que vous devez aller chercher pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc ça, c'est la première chose. On pose tout sur la table et on voit avec quelles affaires concrètement on peut partir. L'étape suivante pour moi, c'est regarder ce qui se fait dans le pays ou la destination que vous visez. Donc, quand je dis ça, tout à l'heure, je parlais de concurrence, ou d'autres entreprises en tout cas, mais c'est aussi de regarder concrètement comment va fonctionner, par exemple, l'économie du pays ou de la ville dans laquelle vous allez. C'est peut-être regarder, est-ce que, d'un point de vue ressources humaines, il y a des contraintes spécifiques et des opportunités aussi, il ne faut pas les oublier, il n'y a pas que des contraintes. Ensuite, moi, ce que je dirais d'un point de vue purement organisationnel, c'est d'être au clair déjà avant de partir sur tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire on solde toutes les factures qu'on a à payer, on se met en règle avec le service des impôts, ce genre de choses-là, pour pouvoir partir sereinement en fait dans un nouveau pays sans se dire finalement je me traîne des dettes et ça va me rajouter du stress, sachant que arriver dans un nouveau pays ou même une nouvelle ville, ça reste quand même quelque chose d'assez stressant. Ensuite, je dirais, c'est choisir quelle est la façon dont vous voulez travailler. Moi, je travaille beaucoup avec des clients en distanciel, comme on fait une visio là toutes les deux, mais il y a des clients qui ont besoin d'avoir des locaux, une infrastructure en tout cas pour pouvoir exercer leur métier. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans votre organisation, dans les coûts qui vont arriver dans le nouveau pays, parce que
en fonction de la ville, du pays, de l'inflation, etc., les coûts des locaux ne seront pas les mêmes. Donc, si vous avez besoin de bureaux, d'un local, de matériel informatique ou de matériel propre à votre métier si vous êtes artisan, tout ça, c'est à calculer. Et là, on est encore dans la planification, on n'est pas parti. Et ce qui sera intéressant, c'est de se dire, est-ce que déjà, dans la ville ou le pays dans lequel j'aimerais aller, est-ce que j'ai des premiers contacts déjà pour qu'à titre personnel, ça soit plus facile à vivre, mais aussi à titre professionnel, est-ce que je peux potentiellement avoir déjà 1 ou 2 premiers clients pour justement lancer mon business et voir pour l'organiser au fur et à mesure en fonction des retours clients que je vais avoir. Bien sûr, non mais tu sais bien ce que tu dis parce qu'en fait on a un petit peu le même métier d'entre guillemets d'accompagner des entrepreneurs, alors sur des choses qui sont différentes, mais effectivement moi parfois j'ai des personnes au téléphone qui sont gênées de me dire bah écoutez moi mon projet il est pour dans 3 ans, pour dans 4 ans, mais j'avais quand même des questions et il y en a qui s'excusent de prendre du temps et je leur dis mais non il n'y a pas, je trouve que justement c'est mieux et je préfère quelqu'un qui anticipe bien son projet, qui pose des questions avant. Plutôt que, bah, je pense que c'est pareil pour toi, quelqu'un qui vient et qui te donne finalement, qui te donne la patate chaude en disant, bah voilà, ça c'est fait, où est-ce que j'en suis, je sais pas, je suis à la moitié des choses, et puis finalement ils arrivent dans un nouveau pays avec finalement beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress, et ça aide pas au développement d'une société. Et le deuxième point sur lequel je te rejoins sur ce que tu viens de dire, au-delà de l'anticipation, c'est sur l'aspect budget. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut régler ses dettes avant parce que l'installation dans un nouveau pays, c'est pas juste je pose une valise et je commence. Il y a quand même des dépenses parfois dans certains pays comme les Émirats de visa, de licence pour les sociétés, mais ça peut être également des dépenses pour la voiture ou la location d'une voiture, des nouveaux meubles, puisqu'on n'a pas forcément parti avec des meubles. Et je pense qu'effectivement, c'est important de faire ce bilan en amont, surtout si on est aidé avec quelqu'un, parce que quand on le fait tout seul, on a toujours, on voit toujours tout est beau, et finalement, on a peut-être moins de recul que si quelqu'un vient avec nous et déchiffre les différents éléments avec nous. Mais effectivement, venir sans dette, avec un petit budget de départ et en ayant bien anticipé, effectivement, ça me paraît être, c'est tout à fait honnête comme conseil, ça me paraît même essentiel. Donc c'est un très bon rappel. Est-ce que toi, par exemple, dans les sociétés que tu as pu accompagner, est-ce qu'il y a des spécificités, enfin est-ce que tu vois des spécificités aux gens qui changent finalement de pays, ou est-ce que finalement le parcours d'un entrepreneur c'est le même pour celui qui commence dans un pays A et qui reste dans le pays A en entreprenant? Ou est-ce que finalement ça change vraiment du tout au tout d'avoir une société quelque part et de changer de pays? Alors ça dépendra du pays de destination et du pays de départ, mais il y a forcément des choses qui vont changer. Ne serait-ce que si on prend un exemple concret, vous êtes en France, vous voulez, je sais pas moi, aller aux États-Unis ou au Japon, déjà la devise change. Donc ça fait partie des choses qu'il va falloir intégrer pour adapter vos coûts de vos produits, de vos services, de vos prestations. Il y a la réglementation, forcément, qui va changer. Il y a tout l'aspect culture dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi essentiel dans l'entreprise, c'est-à-dire que on ne gère pas un business, on ne conclut pas des ventes en business en France, comme on peut le faire, par exemple, en Chine ou au Chili ou dans un autre pays. Donc ça, c'est important aussi d'être vraiment le plus renseigné possible, à minima via des moteurs de recherche, si vous n'avez pas visité le pays encore, pour voir si, au niveau culturel, ça va matcher en fait avec ce que vous avez envie de faire et avec votre personnalité. Ce qui est important aussi en termes de spécificité, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est si vous avez une équipe. C'est-à-dire que si vous délocalisez votre entreprise d'un pays A à un pays B, vous voulez garder la même équipe et peut-être recruter dans le nouveau pays. C'est gérer cette multiculturalité, je pense que ça se dit, mais c'est aussi faciliter la transition de vos équipes. Donc soit la transition physique, le déménagement, soit adapter votre entreprise, votre business model à des fonctions de télétravail, par exemple, que chacun puisse vivre sa vie comme il l'entend en gardant ses conditions de travail de façon optimale. Oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que il y a quand même une différence de partir tout seul, partir avec une équipe. Et moi, j'ai aussi, parmi ceux que j'ai accompagnés, partir avec de la famille. C'est engageant, les enfants aussi. Donc, est-ce que c'est cet aspect-là qui est peut-être plus personnel que professionnel? Est-ce que tu sens que tu as un rôle à jouer ou
ou vraiment tu restes sur la partie vraiment entrepreneuriat, entreprise, équipe, etc. Mon cœur de métier, moi, c'est vraiment les entreprises et l'entrepreneuriat. Par contre, bien évidemment, quand vous partez avec une famille, donc conjoint, conjointe, enfants, animaux peut-être, etc., bien évidemment, il y a de l'organisation. Il y a peut-être même plus d'organisation à envisager dans cette situation-là. C'est si vous avez des enfants, par exemple, c'est de les inscrire à l'école ou au collège ou à la crèche. Si vous avez un compagnon ou une compagne, c'est peut-être aussi l'accompagner dans sa recherche de travail. Si c'est une personne qui n'est pas à son compte. Si vous avez des animaux, bah, il y a, je suppose, en fonction du pays, il y a tout un tas de réglementations sur les vaccins, sur les papiers des animaux que vous allez emmener qui sont à envisager. Et bien au-delà de l'aspect organisationnel, il y a tout l'aspect, comme on disait tout à l'heure, psychologique, de se dire on va changer de vie. Donc ça se travaille au niveau de soi, déjà, être prêt, mais au niveau des enfants, c'est surtout bien leur expliquer ce qui va se passer, à quoi va ressembler leur chambre, leur maison, lui parler peut-être de l'école, parler des activités que il ou elle pourra faire une fois qu'ils seront arrivés. En fait, l'idée, c'est vraiment de rassurer tout le monde, de diminuer le niveau de stress pour que la transition du pays A vers le pays B se passe dans les meilleures conditions. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Parce que après, je fais appel à ton expérience et aussi au cas de figure que tu as pu voir, parce que c'est toujours enrichissant de partager. Peut-être est-ce que tu as identifié des pièges dans lesquels il faut surtout pas tomber, ou même que des pièges dans lesquels peut-être que tes clients sont tombés avant ou après de te connaître, puisqu'on peut donner de l'information et du conseil, mais les gens le suivent pas nécessairement, ou peut-être pas comme on le voudrait. Donc, et quels sont un peu finalement les pièges dans lesquels on peut tomber, et si tu as quelques ressources pour aider ceux qui y seraient confrontés, à part le fait qu'il faut absolument qu'ils te contactent. Alors, les principaux pièges que j'ai pu voir, c'est déjà le manque de préparation. Bon, ça, on en a parlé déjà pas mal dans l'épisode, mais les ressources que je peux vous indiquer là-dessus, c'est renseignez-vous sur le pays ou la ville dans laquelle vous voulez vivre et travailler, et contactez éventuellement des ambassades pour avoir un maximum d'informations dans votre langue qui vous donneront des infos sur la vie locale, sur comment est-ce qu'on crée une entreprise dans tel pays ou dans telle ville, etc. Donc ça, c'est le premier piège qui peut être assez facilement évité à partir du moment où on est consciencieux. Le deuxième, qui s'évite un peu moins facilement parce qu'on n'y fait pas forcément attention, c'est sous-estimer les différences de culture et les différences réglementaires. Parce qu'encore une fois, si aujourd'hui, par exemple, vous êtes en France et que vous voulez aller à Dubaï, la réglementation ne va pas être la même, que ce soit en termes d'entreprise, mais en termes d'individus aussi. Au niveau culturel, vous allez voir forcément des différences. Donc ça, pour le préparer, encore une fois, c'est éventuellement visiter le pays ou la ville. C'est la meilleure option, je pense. Mais si vous ne pouvez pas pour l'instant, moi, je vous invite à peut-être acheter des guides touristiques, ce genre de choses, pour commencer à vous immerger dans la partie culturelle. Et pour la partie réglementaire, ça c'est recherche Google. Malheureusement, il n'y a pas d'autres options. Et le dernier piège que je vois souvent, en tout cas, c'est un produit qui n'est pas adapté au marché local. C'est-à-dire, il part du principe que ça fonctionne bien en France, on a beaucoup de succès, du coup on va s'étendre à l'international. Dans l'idée, c'est très bien, mais par contre, il faut savoir que, par exemple, quelqu'un qui vit en Angleterre n'a pas le même mode de consommation que quelqu'un qui vit en Italie ou en France ou même dans d'autres pays. Donc, quand vous changez de pays, ou à minima quand vous internationalisez votre activité, c'est bien de penser à qu'est-ce qui se passe de différent dans le pays. Et pour te prendre un exemple concret que j'aime beaucoup, c'est l'impact des couleurs sur le marketing. Par exemple, je sais que dans certains pays, quand il y a un deuil, on s'habille en noir. Sauf qu'au Japon, ils s'habillent en blanc. Mais ne pas savoir ce genre de choses, ça peut engendrer des problématiques de compréhension au niveau culturel. Et donc, pour votre produit, pour votre service, pensez au niveau marketing, utilisation, à l'adapter aux usages qui vont être faits. Si aujourd'hui, votre packaging, il est, je sais pas moi, bleu et jaune, peut-être que si vous l'exportez dans un autre pays, il faudra que vous le passiez rose et vert.
parce que c'est les couleurs qui correspondent aux significations dans ce pays-là. Ouais, non, mais c'est un très bon exemple. Je vais t'en donner un autre comme ça. On voit que les expériences sont partagées, puis que finalement, l'histoire d'un entrepreneur, elle n'est pas unique. C'est pour ça qu'on peut accompagner des personnes dans leur chemin. C'est parce que il y a beaucoup de choses qui vont se retrouver. Et en fait, ça me parle parce que cette semaine, il me semble le mercredi. Je vais pas trop citer parce que voilà, pareil. Encore une fois, je voudrais pas qu'ils se reconnaissent, mais c'est un monsieur qui a ouvert un restaurant. Et donc, en fait, j'avais juste été invitée à un petit déjeuner dans ce restaurant-là. Moi, je le connaissais pas, ce monsieur. Et en fait, il nous dit, bah voilà, moi, je peine à trouver des clients parce que j'ai un restaurant à Paris qui marche très bien. C'est de la cuisine du Moyen-Orient pour les Européens. Donc, cuisine du Moyen-Orient, gourmet. Et donc, il a voulu faire la même chose aux Émirats Arabes Unis. Et là, il m'a expliqué, bon, ça fait je sais pas depuis combien de temps il s'est lancé, qu'il se retrouvait face à une difficulté, c'est que les personnes qui viennent dans son restaurant qui viennent du Moyen-Orient s'attendent à retrouver la cuisine locale un petit peu de chez mamie ou de chez maman et donc peuvent être déçus et que finalement il y a très peu ici aux Émirats de personnes qui s'attendent à manger de la cuisine du Moyen-Orient style européen gourmet au Moyen-Orient. Et donc finalement il s'est retrouvé un peu finalement à décevoir les deux parties. Et les touristes qui voulaient goûter cette cuisine, mais qui n'ont pas nécessairement ce côté papille européenne, habitude de ce qu'on peut faire peut-être en France ou en Europe. Et ceux qui cherchaient à retrouver la cuisine de papy-mamie, de maman-papa, un peu traditionnelle, et qui se retrouvaient aussi déçus parce que c'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Donc effectivement, le côté adaptation au pays, je pense que c'est un point important. Je peux peut-être préciser aussi que ce qui peut être bien, c'est de venir déjà en touriste, comme tu disais, venir voir le pays en amont, et peut-être tester aussi son produit quand c'est possible dans certains pays. J'imagine que c'est aussi ce que tu conseilles à tes clients. Clairement. À minima, c'est effectivement partir en vacances dans la ville ou dans le pays vers lequel vous aimeriez aller, ne serait-ce que pour voir si, à titre personnel, cet endroit vous plairait ou pas. Et plairait aussi à votre famille, donc partez avec eux, si possible. Parce que si déjà, à titre personnel, ça vous semble compliqué, dites-vous qu'une entreprise multiplie les difficultés par 10. C'est ça. C'est déjà difficile de lancer une société parce que c'est un projet qui part de zéro et on se rend pas compte finalement parce qu'il y a très peu de moments dans la vie où on part de zéro finalement. Parce qu'on est petit, on va nous mettre à l'école, l'école elle est là, elle nous donne un cadre. Ensuite, on va avoir des diplômes qui vont nous permettre ou pas d'accéder à certaines études. Et donc finalement, notre vie elle est quand même assez tracée. Et je trouve ce qui est beau aussi dans l'entrepreneuriat, c'est ce côté-là où on démarre quelque chose de zéro, où on peut être finalement très créatif aussi, inventer son propre métier finalement, puisque par exemple, toi, c'est quand même un métier moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu partout, en tout cas. Je sais pas si on peut appeler inventer un métier, mais tu as inventé quand même quelque chose, ta propre vision d'un accompagnement. Et donc, finalement, c'est cette capacité-là à partir de zéro. Mais partir de zéro, moi, je sais que c'est pas facile. Et puis, je pense que tout le monde s'en rend compte. On nous met devant un papier blanc. On nous dit, il faut dessiner quelque chose. Moi, je suis la première à pas avoir tellement d'inspiration sur le moment. Peut-être qu'après, ça va me venir, mais sur le moment, c'est quand même compliqué. Donc, c'est ça que je trouve important dans l'accompagnement, que ça soit administratif, juridique pour les miens ou même accompagnement dans l'entrepreneuriat. Je trouve ça particulièrement important. Alors, peut-être petite question. Moi, demain, j'ai un projet. À quel moment penses-tu que c'est le bon moment que je vienne te voir? Est-ce que c'est le moment où j'ai juste une idée? Est-ce que c'est le moment où finalement j'ai pas d'idée mais je sais que je vais être entrepreneur ou est-ce que c'est le moment où je viens de créer ma société ou alors que j'ai ma société, je veux passer à une entreprise avec des collaborateurs, à quel moment je viens te voir? Alors moi, généralement, les gens viennent me voir quand l'entreprise tourne bien, c'est-à-dire que le produit, le service ou la prestation se vend bien, il n'y a pas de souci de chiffre d'affaires en tout cas, et ils veulent commencer à se dégager du temps, déjà pour prendre soin d'eux, mais aussi pour pouvoir adopter cette casquette de chef d'entreprise et plus devoir être au four et au moulin. Donc c'est plus à ces moments-là où moi je vais intervenir sur justement des phases de croissance. Ça peut être du recrutement, ça peut être préparer la reprise d'une entreprise intégrée à la sienne, ça peut être internationaliser son business, ce genre de choses-là. Moi j'interviens vraiment en tant que partenaire de croissance. C'est impeccable. Et est-ce que tu estimes finalement que est-ce que tu estimes que c'est aussi le moment où les personnes auraient dû te contacter ou est-ce que tu penses que ça peut quand même se faire un petit peu en amont?
Alors généralement, ça peut se faire en amont, mais les gens n'en sont pas conscients parce qu'ils sont, comme je disais, au four et au moulin et ils peuvent pas avoir la tête ailleurs. L'idéal, si vous le pouvez, c'est que vous venez me voir justement avant cette phase où il faut faire de la croissance, où il faut recruter, etc. Parce que au plus on planifie les choses, au plus on prépare en avance le terrain, et au plus ça sera facile pour vous quand le moment viendra de recruter des gens, de peut-être racheter une boîte, de créer un nouveau produit, un nouveau service, et ainsi de suite. Ouais, bah c'est ça, exactement. Est-ce que, alors peut-être petite, parce que je vais pas t'en faire dire trop, puisque tu as quand même une chaîne YouTube sur laquelle tu postes tes podcasts. Tu as aussi de toute façon, tu mets tes podcasts sur Internet où tu donnes des conseils, tu interroges des personnes. Est-ce que tu pourrais me donner finalement un peu quels sont les outils indispensables en 2024 pour un bon entrepreneur? Quand je dis bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a envie de réussir. J'ai pas de jugement de valeur à ce sujet, évidemment. Alors, ça va dépendre encore une fois de votre secteur d'activité, de votre business model, mais généralement, un entrepreneur va avoir besoin des outils suivants. Le premier, c'est un outil de gestion de projet, de préférence digitale. Donc ça peut être par exemple ClickUp, Notion, Monday, Asana, peu importe. Ensuite, il va vous falloir un outil de communication interne pour garder de la traçabilité. Donc ça, le meilleur outil que j'ai pu tester, en tout cas, c'est Slack. Ensuite, bon, bien évidemment, des outils de compta et de gestion financière. Donc ça, vous vous adaptez au pays où vous voulez aller. Et dernier outil vraiment indispensable, c'est un CRM pour gérer sa relation client et sa relation prospect. Ça peut être Salesforce, ça peut être Pipedrive, ça peut être HubSpot, peu importe. L'idée, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez centraliser les données de vos clients et les relancer s'il y a besoin pour faire des ventes complémentaires ou faire des ventes tout simplement. Et bien évidemment, en fonction de votre activité, si, je sais pas, vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, si vous faites de la publicité, etc., on va rajouter par-dessus des couches d'outils marketing et de création de contenu adapté à votre situation. Voilà, je vais te poser une petite question plus personnelle, peut-être, parce que du coup, typiquement, pour moi, tu es la personne qui est au four et au moulin. Tu as ta propre société que tu développes et tu aides les entrepreneurs à développer leur société. Alors, comment toi, tu fais? Quel autoconseil tu t'es appliqué pour finalement bien gérer ça, bien s'organiser et finalement pas empiéter sur ta vie personnelle? Le conseil que je me suis auto-donné, mais que vous pouvez aussi vous donner à vous-même, c'est quelle est ma valeur la plus haute. Et par valeur, j'entends pas l'authenticité, la bienveillance, la qualité. Bon, normalement, si vous écoutez ce contenu, tout ça, c'est déjà acquis. Ce qui est intéressant, c'est si vous deviez tout endurer dans la vie, quel est l'élément, le critère, la valeur qui vous serait indispensable pour pouvoir tout endurer? Certains vont me dire, ben moi j'ai besoin d'être dans un cocon, j'ai besoin de douceur. Il y en a d'autres qui vont me dire, moi j'ai besoin que ça bouge, que ce soit dynamique. Il y en a qui vont dire, moi il faut que je partage absolument avec les autres, j'ai un besoin de connexion très fort. Et du coup, moi j'ai fait cet exercice et ma valeur la plus haute, c'est mon temps. Donc ce qui veut dire que je construis mon entreprise, que ce soit mes produits, mon organisation, mes services, etc., autour de cette valeur. Donc, je vais faire en sorte que les tâches que j'exécute, que ce soit opérationnelles ou stratégiques, ou même pour des clients, ça me prenne le moins de temps que possible. Parce qu'en prenant soin de votre valeur phare, et c'est pas forcément le temps pour vous, en prenant soin de cette valeur phare, vous vous assurez déjà de durer plus longtemps en tant qu'entrepreneur, et en plus de faire les meilleurs choix pour vous. Ouais, bah c'est exactement à quoi je m'attendais. C'est une réponse qui est complète, qui est qualitative et puis qu'on va pouvoir aussi appliquer à soi-même. Peut-être pour finir, parce que je sais que tu as énormément de choses à faire, mais tu as aussi énormément de choses à donner en termes de conseils. Où est-ce qu'on peut finalement te retrouver, que ce soit pour écouter des premiers conseils de ta part, commencer à se mettre dans le bain, puis où est-ce qu'on peut te retrouver une fois qu'on est décidé à être accompagné et qu'on a envie d'avancer? Pour suivre mes conseils, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Marine Aubaré. Vous pouvez aussi écouter mon podcast Work in Process. Je pense que tu mettras les liens disponibles sous la vidéo. J'ai aussi créé une playlist où il y a tous les épisodes de podcast là où j'ai été interviewée sur Spotify. Donc celle-là aussi, je pourrais vous envoyer le lien si jamais ça vous intéresse. Et si vous êtes prêts, ou en tout cas si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce que je peux vous proposer, vous pouvez me contacter directement
via LinkedIn ou par mail et je réponds très rapidement. Bah, c'est parfait. Petite question surprise que je pose à tous les intervenants sur ma chaîne. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Ce que tu peux me souhaiter pour l'avenir, je dirais une croissance saine, sereine et exponentielle. Bah, c'est parfait. J'imagine que c'est ce que tu souhaites à tes clients également. Exactement. Et c'est ce que je souhaite aux abonnés de la chaîne. Pérenne parce que, en tout cas, moi, je vous souhaite de durer le plus longtemps possible en tant qu'entrepreneur. Saine parce que c'est important que vous preniez soin de vous. Et exponentielle parce qu'il n'y a pas de rêve trop petit. Bah, c'est une conclusion qui est parfaite. Bah, je te remercie beaucoup d'être venu sur la chaîne. Effectivement, je mettrai tous tes liens en description de la vidéo pour que les gens puissent s'adresser directement à toi, à voir à y découvrir un petit peu ce que tu fais parce que c'est super qualitatif. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte avec tous les conseils que tu nous as donnés. Et puis après, si jamais ils ont des questions, j'imagine qu'ils peuvent aussi commenter la vidéo, aller te voir directement puisque tu vas pas nécessairement avoir de notification sous cette vidéo-là. Et puis s'il y a besoin de te découvrir un petit peu plus, je mettrai tout, je te laisse faire ton travail. Et puis sur ce, je te remercie beaucoup. Je souhaite le meilleur à tout le monde, une croissance saine, pérenne et exponentielle. Et puis je pense qu'on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Merci Ganui et merci à tous pour votre écoute.